Il n'y a pas de ville du futur, il y a un futur de la ville. Il va s'attacher aux bâtiments qui sont déjà existants, ceux qui sont des passoires thermiques, ceux qu'il va falloir adapter au réchauffement climatique, ceux dans lesquels nous vivons tous les jours et qui constituent déjà 80% du bâti de la ville de 2050. Vous écoutez Le Crieur invite son public, un podcast original de l'agence Crieur Public. Bonjour à toutes et à tous. Informations, conseils, stratégies, inspiration. À travers notre série de podcasts, Le Crieur Public vous invite à partager l'expertise de celles et ceux qui bousculent les lignes, celles et ceux qui portent la croissance d'aujourd'hui et de demain, les acteurs du BTP, de l'habitat, de l'énergie et de l'aménagement urbain. Des invités qui vous éclairent sur des thèmes qui font l'actualité, la leur, la vôtre. Je suis Christophe Ponzio, voici le 3e numéro du podcast Le Crieur invite son public. Épisode 3. L'architecture et la ville de demain. Bonjour Christine Lecomte. Bonjour. Vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui compte aujourd'hui les plus de 30 000 architectes et agréés en architecture de France. Merci d'être avec nous pour décrypter ensemble les problématiques auxquelles l'architecture est confrontée aujourd'hui, toutes les solutions concrètes mises en œuvre et les enjeux de communication qui en découlent. Peut-être pour commencer, Christine Lecomte, on le voit aujourd'hui, il y a eu la période Covid, les après-confinements, le dérèglement climatique qui se ressent de plus en plus, les nouvelles normes environnementales, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise des matériaux, bref. Est-ce que selon vous, nous vivons une période charnière pour l'habitat ? Alors la question, elle est très bien en introduction parce que ce que vous décrivez, c'est plutôt ce qui arrive à la société. Et finalement, la période charnière pour l'habitat, ces crises que vous soulevez, en fait, elles mettent en évidence que cette période est charnière, mais on aurait pu passer totalement à côté s'il n'y avait pas eu le confinement pour se rendre compte de la qualité, s'il n'y avait pas eu finalement un conflit géopolitique qui nous rappelle la pénurie des matériaux, si on n'avait pas quelques canicules un peu fortes, on pourrait se dire finalement il n'y a pas de crise. Et pourtant, il y en a une, et on est aujourd'hui au niveau de 3 crises du siècle, et qui en fait percutent les problématiques et les défis sociétaux. Les 3 crises du siècle, c'est le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la pénurie des ressources. Et tout ça se confronte et en fait arrive en confrontation avec 12 millions de personnes mal logées, 300 000 sans-abri, des questions migratoires, des questions de surpeuplement. Et là, la grande question de notre siècle, c'est comment on va à la fois conjuguer ces défis environnementaux avec ces défis sociétaux. Et justement, dans tous ces défis et ces crises que l'on vit aujourd'hui, quelle part et quelle place occupe l'architecture dans tous ces grands bouleversements ? C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on n'a peut-être pas de prime abord l'impression que l'architecture influe énormément sur la capacité de trouver des solutions. Et pourtant, en fait, l'architecture est au cœur des solutions qu'elles peuvent apporter. Je prends un exemple tout simple, l'aménagement du territoire, l'étalement urbain, la fabrique de la ville par des lotissements à perte de vue, chacun sa maison sur une parcelle. C'est un urbanisme particulier qui est là depuis 40 ans, mais qui fait qu'aujourd'hui, avec les problématiques d'essence trop chères, mène nos concitoyens trop loin de leur travail. Et pourtant, ça fait partie de problématiques architecturales et urbaines à la base. Quel choix voulons-nous ? Voulons-nous être en proximité ou pas des aménités urbaines ? Et pendant longtemps, on a préféré dire non, on va aller s'étaler. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça questionne directement le pouvoir d'achat des Français. Du coup, pour vous, c'est quoi les grandes tendances architecturales qui traversent le pays en ce moment ? C'est justement de limiter cet étalement urbain. Ce sont des types de bâtiments. C'est quoi ces grandes tendances aujourd'hui ? En fait, on ne parlera pas de tendance parce que tendance va être connotée mode, look, greenwashing. Si vous me demandez la tendance aujourd'hui, c'est de mettre du vert sur les perspectives d'architecture et c'est absolument pas ça dont je veux vous parler. Moi, ce que je veux vous parler, c'est du fond en fait. Le fond, la vraie question, c'est que il n'y a pas de ville du futur, il y a un futur de la ville. Et ce futur de la ville, en fait, il va s'attacher aux bâtiments qui sont déjà existants, ceux qui sont des passoires thermiques, ceux qu'il va falloir adapter au réchauffement climatique, ceux dans lesquels nous vivons tous les jours et qui constituent déjà 80% du bâti de la ville de 2050. Donc aujourd'hui, le plus grand défi, on va dire, pour les architectes, c'est de travailler à cette réhabilitation
de travailler à la réparation de la ville, d'éviter effectivement de sortir de l'enveloppe urbaine, c'est-à-dire d'aller s'étaler dans les campagnes pour préserver finalement une souveraineté alimentaire également. Et effectivement, de faire tout ça en apportant de la qualité urbaine à nos concitoyens. Ça, c'est le premier défi. Et je dirais que le deuxième, c'est de faire mieux avec moins de matière et de retrouver un peu de bon sens. Et là, peut-être pour éclairer vos auditeurs, je dirais que on propose un concept qui est l'architecture en circuit court, comme l'alimentation en circuit court, pour que tout le monde comprenne, tout à chacun comprenne que finalement les matériaux, c'est bien s'ils viennent pas de trop loin, ça donne du travail, ça favorise une fabrique en ressources locales et c'est beaucoup plus pertinent pour la planète. Et dans ce fonctionnement que vous décrivez, est-ce que la nouvelle norme environnementale, la réglementation environnementale RE 2020, qui est entrée en vigueur pour le 9 en début d'année 2022, est-ce que cette RE 2020 a changé la donne pour vous, puisque c'est vous finalement qui êtes les prescripteurs clés dans le bâtiment ? Bon, alors, dire qu'elle a changé la donne, oui, dans un certain sens, puisqu'elle oblige nos commanditaires à se conformer à des choses que, en termes d'architecture, on sait faire depuis très longtemps, même on sait faire mieux que la RE 2020. Okay. La question, c'est qu'effectivement, on a été sur des normes qui n'étaient pas assez solides. Aujourd'hui, il faut être très clair, dans le bâtiment neuf, on pourrait faire mieux que la RE 2020. On peut faire du bâtiment passif, du bâtiment à énergie positive, et ça, peut-être que c'est encore un autre cran sur lequel on devrait se battre. L'intérêt de la RE 2020, c'est peut-être un petit rééquilibrage, notamment autour des matériaux qu'on peut utiliser. Et nous, on pense justement à ouvrir l'éventail des matériaux pour éviter une trop grande prégnance du béton, dont on sait les limites en termes de biodiversité et de ressources, notamment du sable, pour aller vers des matériaux renouvelables, réemployables, et donc d'avoir une vision à long terme sur les composantes de notre planète. Quelle différence vous faites entre, parce que vous m'évoquiez ce mot tendance que vous n'aimez pas forcément employer aujourd'hui, mais il y a aussi cette réglementation RE 2020 avec tous ces matériaux aussi biosourcés, retour à la nature et au bilan carbone plus bas. Sans tomber dans le greenwashing, de quoi on a besoin pour répondre vraiment à cette problématique aujourd'hui de l'environnement ? Déjà de retrouver du bon sens. D'arrêter le gaspillage. Alors comment ? Par exemple, le bon sens, c'est la question, par exemple, de l'architecture bioclimatique. C'est-à-dire que quand vous avez des fortes chaleurs, à quoi on pense tout de suite ? Fermer ses volets, avoir de la ventilation possible, occulter les fenêtres avec des brise-soleil. On a plein de possibilités qui sont offertes à travers des systèmes architecturaux et certainement pas, par exemple, la déclinaison sous forme de clim. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la clim réchauffe. La clim participe aux émissions de gaz à effet de serre et qu'on est sur une pente ascendante à 4 fois plus de climatiseurs en 2050. Donc la question, ce serait plutôt de se reposer l'idée de se dire quels sont les systèmes architecturaux les plus simples, qui ont été utilisés par nos ancêtres, et il suffit par exemple de reprendre le mât provençal pour savoir que pour éviter la chaleur à l'intérieur, on sait très bien faire. Et donc finalement, c'est plutôt une question de bon sens qu'on retrouverait en architecture et peut-être de rapport à la matière. Et ça, c'est une architecture aussi du sensible. Chacun sait que quand il fait chaud et qu'on touche une pierre qui est à l'ombre, elle est froide. Je pense souvent au Panthéon à Rome qui a été construit aussi avec cette logique-là d'être un espace public ouvert, grand. Et quand on est à l'intérieur et qu'il fait très très chaud, 40 degrés à Rome, vous êtes à l'intérieur, vous posez votre main sur le sol, elle est froide. Et là, on se rappelle que la matière a un pouvoir pour nous aider justement à vivre. Et c'est peut-être cette sensibilité à l'architecture, ce retour au sensible et à l'atmosphère qui compte aujourd'hui. Donc du bon sens et en même temps mettre le paquet, ce que vous le disiez sur la rénovation, la réhabilitation. Quand on regarde finalement les objectifs annuels de construction de logements aujourd'hui, ils sont souvent autour de 500 000 par an, ils sont rarement atteints. On voit que le foncier disponible est toujours plus cher. Il y a cet objectif de zéro artificialisation nette des sols qui évidemment restreignent les surfaces. On fait comment ? En fait, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il faut changer de politique du logement ? Tout simplement. Moi, j'ai envie de dire oui, il faut changer de politique du logement parce que depuis 40 ans, on a une politique qui est clairement liée au nombre de logements. C'est-à-dire, on nous dit
Il y a 12 millions de personnes qui sont mal logées, il y a 300 000 personnes qui n'ont pas de logement, il y a autant d'endroits dans les villes où on est en surpeuplement, et ça c'est la Fondation l'Abbé Pierre qui en parle le mieux. Et puis à côté de ça, on a des déserts, des villes désertifiées dans les centres, on a des millions de logements vacants, donc en fait on a des aberrations dans les deux sens, et pourtant la seule chose qu'on nous propose en termes de politique, c'est faut construire plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dégage pas tous les autres leviers qui sont en capacité de nous aider à loger mieux et à loger plus. Et donc, dans cela, il y a la réhabilitation, il y a travailler sur les parcours résidentiels. Par exemple, il est peut-être pas opportun qu'on ait aujourd'hui 60% de notre parc de logements individuels qui soit habité par une personne seule. Ça veut souvent dire que ce sont des personnes âgées qui restent là parce que dans leur environnement proche, là où elles ont envie de vivre, il n'y a pas d'autre typologie de logement qui leur permettrait de conserver leur relation avec leur territoire et en même temps de pouvoir habiter. Voilà. Et donc, on a cette espèce de panel qui nous questionne et qui nous dit aujourd'hui, mais il faut répondre autrement. Et la réponse, elle va être effectivement sur la question des friches aujourd'hui. On a quand même 4000 hectares de friches rien qu'en région parisienne à traiter avant d'aller s'étaler dans les champs. On a effectivement plein de logements vacants. On a un flux de parcours résidentiels à créer. Donc ça veut dire aussi des mesures fiscales sur la manière dont vous vendez, dont vous passez de l'une à l'autre. On a des mesures sur le foncier aussi. On sait utiliser le foncier autrement que par la vente. Et une hausse progressive du foncier. Et puis, et c'est un peu ce qu'on a porté dans le plaidoyer que nous avons écrit à l'Ordre des architectes, on a aussi peut-être à se questionner sur un équilibre des territoires entre métropole et ville moyenne, entre aussi travail, mobilité et logement, pour justement ne pas décorréler les trois. Et là, il y a un engagement plus large encore, et peut-être qu'il nous faudrait un vrai ministère de l'aménagement du territoire et de la planification écologique qui est un rôle aussi budgétaire. Du coup, on parlait de bon sens, avec un rôle de l'architecte qui est évidemment, encore une fois, central pour penser et imaginer ces bâtiments, qu'ils soient existants ou à venir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours quelque chose qui apparaît, on le voit dans beaucoup de projets, c'est ce décalage qu'il y a entre l'intention que vous donnez, que l'architecte donne à un projet, et puis sa réalisation par la maîtrise d'œuvre, parfois pour des raisons de budget, de contraintes. Comment on explique ce décalage qu'on retrouve entre finalement ce que vous imaginez et puis sa réalisation? Alors, il y a deux choses. Déjà, je trouve que ça dépend des projets. On a aussi beaucoup de projets, notamment en promotion immobilière, où on nous demande de ne pas faire grand-chose au départ et que finalement, il n'y a pas d'architecture qui se dégage plus que ça. La question, c'est peut-être que ça coûte un peu de construire. Et ce qui coûte aussi, c'est de ne pas créer des produits économiques, mais bien de créer de l'habitat, si on reste dans la logique de parler d'habitat et de logement. Et savoir faire un beau projet, c'est pas forcément savoir faire une étude capacitaire où on bourre la parcelle de logement par rapport au PLU. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on nous demande souvent. Il y a une parcelle, on nous dit dites-nous combien de logements maximum vous allez pouvoir faire. On nous dit pas combien de logements maximum de qualité avec une problématique urbaine résolue, vous allez pouvoir faire. Donc déjà, même dans la typologie de la réponse architecturale, on est influencé par une volonté de trouver un équilibre économique qui finalement nous demanderait de mettre les banques et les assureurs autour de la table dès le début pour qu'on puisse limiter les marges qui sont aujourd'hui de 8 à 9% pour les banques sans que finalement ça apporte quelque chose au projet. Ouais. Voilà. Donc après, dans les intentions architecturales, il faut aussi savoir que un projet, ça se travaille avec les élus locaux ou avec les habitants. Et aujourd'hui, malheureusement, on a de plus en plus de mal, nous architectes, à avoir du lien avec les élus locaux et les habitants. Souvent, c'est le promoteur qui a ces liens-là. Et donc, arrivent ces liens souvent dans des petites communes où c'est le maire qui prend les rênes de projets communaux, par exemple 3 à 4 logements sociaux, ou alors dans l'habitat participatif, où là, effectivement, on a une vraie valeur ajoutée à parler dès le départ avec les habitants et à créer des espaces qualitatifs. Et ça s'est vu, par exemple, à Bordeaux avec Aquitanis, qui avait fait du logement social participatif, où là, lors de la visite que j'ai faite avec Madame Vargon, lorsqu'elle était ministre du Logement, on l'avait emmenée là-bas pour lui faire visiter ses logements, et en arrivant dans les logements, elle nous a dit
Ah oui, quand même. Et elle voyait la qualité avec ses doubles hauteurs, ses loggias. La dame qui avait parfaitement aménagé son logement, on sentait que elle était bien et qu'en étant bien, elle allait pouvoir être bien avec les autres dehors. Et ça, c'est le plus important. La co-construction de projets, c'est important justement pour éviter ce décalage aussi. C'est essentiel et c'est surtout aussi ce qui nous permettra d'accepter une forme de densité. Quand on n'a pas de qualité dans le bâti, on peut vivre chacun les loin des autres parce que de toute façon, on a de l'espace. Mais quand on est proche, il faut qu'il y ait une qualité architecturale très très affirmée afin que chacun soit bien. Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Parlons solutions à présent, même si on en a déjà un petit peu parlé. Vous êtes co-auteur du livre Réparons la ville aux éditions Apogée, un livre de propositions concrètes pour nos villes et nos territoires. Du coup, quelles pratiques il faut changer ? On l'a un petit peu évoqué, mais comment il faut concevoir les projets pour qu'ils soient compatibles finalement avec ces besoins d'aujourd'hui et de demain ? C'est ce qu'on disait, associer tout le monde autour de la table pour que ce qu'imaginent les architectes soit réellement mis en œuvre derrière ? Alors, dans ce livre, si je peux revenir à la jeunesse du livre, c'est vrai qu'on voulait aborder de manière extrêmement simple toutes ces problématiques qui sont liées à la réparation de la ville pour dire aux citoyens, aux élus, mais regardez, en fait, tout ce qu'on fait, nous, les acteurs de la construction, aujourd'hui, influe vos modes de vie. Donc, il faut en prendre part. Et puis aussi dire que, avec ces 3 crises dont je parlais tout à l'heure, biodiversité, ressources et changement climatique, on va avoir besoin de faire un certain nombre de renoncements et de laisser certaines choses au XXe siècle. Même si on est en 2022, on va dire que le siècle se clôt en ce moment. Et donc, parmi les premiers arbitrages, on a parlé de la place de la voiture. Voilà, donc c'est un peu ça dont j'ai envie de vous parler parce qu'on n'en a pas encore parlé. La place de la voiture dans la ville qui finalement est devenue le moyen de fabriquer la ville depuis le prisme par lequel on a fabriqué la ville depuis plusieurs années. Et là, c'est un vrai sujet pour nous parce que les villes et tout l'espace public a été géré notamment à travers le prisme de la voiture. Vous développez une notion qui est intéressante, celle de l'obsolescence programmée, celle du bâti qui est importante. Et c'est vrai que ça, c'est un phénomène récent. C'est lié justement à cette prise en compte majeure de l'automobile dans l'architecture de la ville ? Non, alors là, on parle d'autre chose, mais c'est vrai qu'on a 8 chapitres dans notre... Voilà, moi, je vous ai parlé de l'automobile. On peut parler de la qualité du logement. Effectivement, on va dire que depuis une quinzaine d'années, on a vu dégringoler en masse la qualité de la production architecturale, notamment liée au monde de la promotion immobilière parce que en fait nos logements sont devenus de vrais produits de défiscalisation. Le Pinel par exemple en est l'apanage et quand on voit que on écrit vous avez la possibilité d'acheter un produit T2 au lieu de nous dire vous allez acheter un logement. On arrive vraiment, finalement, vous achetez votre logement chez votre banquier et ça sera jamais votre logement, vous pourriez ne même pas le voir. Et d'ailleurs, j'écoutais encore une publicité ce matin à la radio qui disait « C'est génial, j'ai investi dans l'immobilier et puis je verrai même pas les travaux, ils vont tout faire. » Voilà, et là, on a un vrai sujet qui est lié au manque de relation entre habiter et construire. Aujourd'hui, construire est trop encore un produit économique. Ouais, et du coup, pour inverser cette tendance d'obsolescence programmée dans le bâti, on fait comment ? Parce qu'on a bien compris quand même la question centrale derrière, c'est le problème du coût, et qui sera et qui est déjà beaucoup plus importante avec l'inflation des matières premières aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors, l'inflation des matières premières, oui, mais c'est parce qu'on démolit beaucoup. Pour reconstruire, notamment dans les zones liées à la rénovation urbaine. Si on se projette dans le futur, on verra que finalement, conserver l'existant coûtera peut-être moins cher. Peut-être pas moins cher en matière grise, mais sûrement moins cher en matière première. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc il y a vraiment cette relation à rétablir entre ce qu'on a déjà et ce qu'on a besoin d'avoir en plus. Voilà, ça c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi penser à la ville autrement qu'à travers le prisme d'un tableau Excel. Aujourd'hui, on a 8% de marge pour les banquiers, jusqu'à 30% de coûts de portage en Île-de-France.
Ça veut dire que finalement, il reste 70% pour construire. Enfin, il y a un sujet quand même, et pour le foncier en plus. Donc, on a vraiment à se poser la question, mais collective. Moi, je crois que finalement, aujourd'hui, les promoteurs seraient ravis aussi de faire des économies dans certains cas, pour certaines choses. Donc, la question, elle est là aussi. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer un système qui aujourd'hui est à bout de souffle, avec un système qui utilise des matériaux que nous n'avons plus, un territoire que nous n'avons plus, et donc on doit faire autrement, et ça re-questionne même la conception architecturale, ça re-questionnera le modèle des promoteurs, ça re-questionnera la manière dont les élus et les habitants vont fabriquer la ville avec nous. Vous avez évoqué la question des matériaux. Aujourd'hui, quels sont pour vous les matériaux qui sont des vraies solutions pour arriver à soit de la construction, soit de la réhabilitation et de la rénovation, comme vous le dites, pour arriver à cette ville durable ? Alors, il n'y a pas de matériaux type, il n'y a pas de solution type, il n'y a pas de réponse standard, il n'y a absolument pas de massification préfabriquée standard possible. Ça, c'est des réponses du XXe siècle. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des choses très territorialisées, qui racontent des histoires de territoire, qui nous redonnent envie d'habiter collectivement dans un lieu, qui nous rappellent pourquoi on est là, et qui du coup vont collectivement nous fabriquer une histoire. Mais alors, à partir de là, vous parliez tout à l'heure du mât provençal. Oui, mais par exemple, des exemples. Oui, on peut prendre des exemples. On va prendre une ville, je sais pas, comme Caen par exemple, qui est à l'estuaire de l'Orne, qui est à moitié construit en ville reconstruite, c'est-à-dire qui a la moitié de son histoire qui est liée à la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps qui nie une partie du fait qu'elle est assise sur un lit de fleuve dans un marécage. Et aujourd'hui, très peu d'habitants savent que l'Orne est busée sous la reconstruction. Donc en fait, on ne connaît plus son territoire. Mais pour revenir sur ce que vous me demandiez tout à l'heure, ce qui est important, c'est aussi de territorialiser la matière. C'est-à-dire que la Bauge dans le Cotentin, le Pisé, qui sont des types de construction en terre, par exemple, en Rhône-Alpes, le bois dans les Landes, vous avez dans le Jura aussi le chanvre qui est une matière extrêmement présente aussi en Normandie comme le lin, mais également en Île-de-France. En fait, chaque territoire a une richesse et c'est cette richesse qu'il faut qu'on exploite. C'est cette richesse qui nous fait devenir des écosystèmes économiques viables avec des vraies valeurs architecturales mais également non délocalisables. C'est-à-dire que finalement, c'est plus la matière première qu'on va bouger, c'est la matière grise qui va nous faire évoluer. Et ce vecteur économique, il a une importance vraiment forte, notamment quand on fait de la dépense. Et là, moi, j'ai eu un sujet pendant le plan de relance qui m'a un petit peu agacée, c'est que c'est très bien de dépenser dans la rénovation énergétique, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux qui sont de fabrication des filières de matériaux et qu'on ne peut pas s'intéresser simplement au réchauffement climatique en omettant les autres crises qui sont là, notamment celle des ressources, qui sera aussi impactante. Et donc, il aurait fallu qu'on investisse dans les filières de matériaux de proximité. Ça, c'est toujours possible et c'est l'un de nos combats pour que justement l'architecture de circuit court puisse enfin se développer. Combat qui passe forcément par un rôle des stratégies publiques qui est là aussi central, j'imagine. C'est d'ailleurs l'objet de vos 16 propositions dans votre plaidoyer que vous évoquiez. Oui, tout à fait. On a prévu dans ce plaidoyer en fait 5 axes. Donc je peux vous les lister. Un axe autour de l'équilibre des territoires, un axe autour de passer d'une politique du logement un peu numéraire à une politique de l'habitat qui prend plutôt en compte l'environnement, la manière dont on construit les villes en interministérialité plus forte. Voilà, un troisième volet sur la réhabilitation, un autre sur les changements de pratiques nécessaires et notamment liés à la culture du risque et des risques majeurs qu'on a dans notre territoire. On pourrait y revenir un petit peu. Et puis fondamentalement la question de ces filières et de la décarbonation dans le bâti. Donc c'est vraiment 5 axes à toutes les échelles dont chacun peut s'emparer. Je pense que tous les élus peuvent s'emparer et dans ces propositions, il y en a une qui nous tient à cœur, c'est que chaque élu puisse être accompagné par un architecte en amont de ses décisions
comme du conseil. Voilà, un architecte qui n'est pas là pour construire, mais qui est là pour donner du conseil en amont et donner à l'élu des envies de changer des politiques publiques qui parfois ne sont peut-être pas assez audacieuses. Ouais, l'architecture comme solution, c'est ça qui est important en fait. L'architecture, oui, qui se positionne comme solution. On souhaite qu'on puisse mettre notre discipline, qui est d'intérêt public, je le rappelle, au service de notre population et puis aussi de la vulnérabilité de notre territoire. On parle pas trop du trait de côte, on parle pas des aléas climatiques, mais on y pense tous les jours quand on est architecte. Et maintenant, chaque architecte sait quand il construit dans un endroit, ne pas regarder que l'endroit où il construit, mais dézoome fortement sur l'ensemble du territoire en pensant est-ce que c'est l'endroit le plus pertinent pour construire. Du coup, il y a le rôle des acteurs publics, il y a le vôtre, puisque vous le suivez, vous essayez de l'accompagner, d'impulser, puisque vous êtes prescripteur. Et puis, il y a aussi, j'allais dire en aval, les maîtres d'œuvre, les artisans, les entreprises du bâtiment, et puis les industriels aussi, qui conçoivent tous les matériaux ou les solutions qui vont pouvoir être utilisés dans ce bâti. Il faut que tout le monde prenne sa part dans cette transition aujourd'hui pour réussir la bonne architecture, le bon bâtiment de demain. De toute façon, ça devient obligatoire. C'est-à-dire qu'on s'en rend tous compte. Donc le problème, c'est que ça remet en cause des modèles économiques, des modèles industriels qu'il faut réinventer. Il faut aussi penser à remettre en valeur des savoir-faire qui avaient disparu et qui, avec l'innovation, vont fabriquer des nouvelles innovations. Je pense par exemple au chanvre, où on a l'impression que c'est un matériau qui est ancestral. En fait, c'est pas si ancestral que ça. Ça a vraiment une 50aine d'années. Et les innovations liées au béton de chanvre, par exemple, préfabriqué, ou à d'autres produits autour du chanvre, notamment pour fabriquer des cloisons, sont extrêmement modernes, mais font la part belle à des savoir-faire ancestraux et mixtes, en fait. Ces savoir-faire ancestraux avec de l'innovation, de l'expérimentation. Et en fait, il va falloir tout réinventer, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On va être tous sujets à une mutation et à un quart de tour dans nos pratiques. Et l'architecte ne prendra peut-être plus dans 10 ans les catalogues des industriels pour construire, mais pensera d'abord à la matière et aux matériaux avant de penser catalogue. C'est tout ce que je nous souhaite. Du coup, vous dites quoi, notamment aux artisans qui ont l'habitude, qui ont la tête dans le guidon très souvent et qui n'ont pas beaucoup le temps de regarder ce qui se passe, de voir les innovations, de changer aussi leurs habitudes, c'est pas facile. Vous leur dites quoi à tous ces gens-là ? On parle beaucoup avec les compagnons du devoir. Et les compagnons du devoir, ils sont aussi avancés que nous, voire plus. Ils ont une prospective qui est extrêmement intéressante. En fait, là où c'est plus compliqué, c'est d'influer sur mais comme pour les architectes, sur un grand nombre de professionnels. Et là, c'est notre rôle en tant qu'ordre, nous, de travailler à ce que l'ensemble de nos architectes se mettent en formation. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de former massivement à la rénovation, massivement aux matériaux biosourcés, massivement aux approches, on va dire, de réemploi. Et à côté de ça, on parle aussi beaucoup avec la CAPEB, la Fédération française du bâtiment, pour faire évoluer les modes d'apprentissage, notamment dans les CFA. Et peut-être aussi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive bientôt à mettre des modules dans les écoles qui forment aux spécialistes de l'immobilier sur des objectifs de transition écologique viables. Pas du greenwashing, mais viables. Un peu ce qu'ont eu les députés à l'entrée de l'Assemblée nationale, vous voyez ? Ouais. Du coup, pour finir avec les solutions qu'on peut imaginer, vous parliez tout à l'heure des bâtiments passifs ou énergie positive, voilà, comment on peut améliorer les enveloppes des bâtiments, qu'ils soient individuels ou collectifs. On a l'impression en tout cas qu'on est souvent sur des projets confidentiels. Qu'est-ce qu'il faut pour que tous ces beaux chantiers, ces beaux projets puissent devenir la norme et être massifiés ? Là, vous pointez le fait qu'on nous dit à chaque fois « Ah oui, on va faire une expérimentation sur les biosourcés, on va faire une expérimentation sur ci, sur ça ». En fait, des pionniers, et c'est un peu pour ça qu'on commence à taper un peu du poing sur la table, les pionniers, ils sont déjà là. Savoir réhabiliter une tour de logement social en plein quartier et en site occupé, on sait faire. Savoir faire une mairie en terre crue et en paille, on sait faire. Savoir réhabiliter un bâtiment en cœur de ville complètement démoli, on sait faire, et on sait même réhabiliter une ruine en utilisant des matériaux situés à moins de 100 km. Tout ça,
on sait faire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que quand il y a des politiques publiques qui se mettent en œuvre, elles ne partent pas des pionniers pour se fabriquer, elles parlent du tout venant et de l'ordinaire. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de partir de l'extraordinaire pour que cet extraordinaire qui fonctionne, qui est l'architecture des solutions, devienne la norme et révolutionne aussi les manières de normer le bâtiment. C'est comme ça qu'on se retrouve par exemple encore avec des élus qui se rendent compte que dans leurs projets qu'ils viennent de mettre en place, il y a encore des îlots de chaleur qui sont favorisés dans leurs projets et ils se rendent compte qu'avec une canicule qui passe et qui est de plus en plus régulière, en fait ils ont eu complètement faux. Souvent, le problème, c'est que les élus sont accompagnés par des personnes qui sont pas forcément là en amont pour fabriquer exactement les mêmes objectifs que eux ont. Donc, l'intérêt pour eux, c'est de savoir comment s'entourer au départ et comment faire dans le bon sens. Mais on a des bons exemples. Je veux dire, aujourd'hui, à Pirmil-les-Îles, à Nantes, on a des élus qui s'entourent en amont de tous les prescripteurs, de toutes les entreprises, grâce aux architectes et aux urbanistes, je pense à l'agence Aubras, Frédéric Bonnet par exemple, et qui ont travaillé en fait à regarder toutes les ressources locales avant de construire. Et donc, on n'aura pas partout les mêmes réponses. Et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Les réponses, elles sont forcément territorialisées. Elles sont forcément pas standardisées. On va aller dans le même sens, savoir lutter contre un îlot de chaleur. Ça sera peut-être végétalisé, ça sera travailler avec l'eau, ça sera travailler avec l'ombre. Oui, mais chaque territoire est différent. Et en fait, c'est là où c'est important à voir. C'est que vous savez quoi ? C'est ça qui fait notre richesse. C'est ça qui fait la magie d'exister. C'est ça qui fait que les villes sont des bonheurs, c'est ça qui fait qu'on va les visiter, c'est ça qui fait qu'on les aime, c'est ça qui fabrique aussi la vie en société, et cette magie est importante à retrouver après 40 ans de standardisation massive de notre production bâtie. Christine Lecomte, vous qui présidez le Conseil national de l'Ordre des architectes, parlons un peu communication à présent. Toutes ces problématiques que l'on vient d'évoquer, qui sont complexes et qui sont belles aussi, et qui influencent directement sur le quotidien, le confort et le cadre de vie des Français, comment on en parle sans devenir aussi des donneurs de leçons, si vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas si facile que ça, parce que si je vous parle un peu jargon, PLH, PLU, SDP, PC, PADD, voilà, tout de suite, vous éloignez les gens. Donc la question, c'est de partir de ce que les gens vivent. Quand on a des textes de loi qui passent à l'Assemblée nationale, moi, pour essayer de trouver le juste argumentaire, la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est aller dans un bus et parler à mon voisin et lui expliquer la loi et voir comment il réagit quand on lui explique ce que ça va faire sur son quotidien. Et quand une loi comme la loi Elan est sortie, on a bien compris que quand on disait aux Français, quand on perd de la qualité, on perd une pièce dans notre logement, on perd une cuisine qui devient un mur dans le second jour de votre salon, il n'y aura plus d'entrée pour mettre les chaussures et le cartable du petit. Et finalement, si un jour vous voulez rajouter un bureau parce qu'il entre en 6e, sa chambre sera trop étroite, là tout de suite vous parlez de ce que c'est que notre quotidien à tous. Et je pense qu'on a eu un peu trop tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que c'est compliqué le travail sur la ville, c'est que c'est à plusieurs échelles. Mais revenons toujours à celle de l'habitant, c'est la plus importante. Et en même temps, en ce moment, c'est vrai que quand on parle de toutes ces nouvelles façons de bâtir aussi ou de rénover avec les matériaux locaux, biosourcés, est-ce que le risque en architecture aussi, c'est pas justement le greenwashing, là où vous disiez tout à l'heure, non, surtout pas. Oui, tout de suite, c'est un peu dans l'air du temps, mais en même temps, il y a aussi toute une façon de penser c'est pour ça que je parlais des sens. Tout le monde sait ce que c'est que le toucher de la pierre, d'habiter dans du bois, de savoir reconnaître aussi quand la chaleur est captée par la terre et qu'elle est restituée après. En fait, ces sensations, on les connaît. Et ce que nous, on a envie de retrouver et de redonner aux gens aussi, c'est la sensation d'habiter. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui dans ce monde où on nous demande d'être beaucoup plus sobre, d'utiliser moins de choses, de nous faire renoncer à tous les modes de vie, peut-être que ce qu'on peut voir, c'est aussi le retour aux sensations. Voilà. Finalement, c'est un petit peu la même chose que quand vous mangez une tomate qui a été élevée sous serre et quand vous retrouvez le goût de la tomate du jardin. Nous, on a aussi envie de redonner le goût à des bâtiments qui sont, on va dire, plus en lien avec nous et qui finalement sont en osmose avec nous-mêmes.
Et est-ce qu'il faut, quand on parle justement des nouvelles manières de concevoir aujourd'hui, est-ce qu'il faut être extrêmement transparent, aller vers l'hyper-transparence aussi sur les consommations, les émissions du bâtiment, pour éviter justement ce greenwashing auquel on pourrait penser? En fait, c'est une question de bon sens. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a eu l'épisode du confinement et qu'on a demandé à toutes les classes de mettre, vous savez, ce petit détecteur de CO2 pour être sûr que quand il y aurait trop de CO2, on ouvrirait la fenêtre. Et là, il y a eu un scandale. Et voilà, il y a eu un scandale disant oui, il y a la moitié des classes qui n'ont pas reçu leur détecteur de CO2. Mais en fait, le bon sens, c'est qu'après 1 heure de cours, dans tous les cas, il faut ouvrir la fenêtre. En fait, c'est juste du bon sens. On n'a pas besoin d'une machine pour nous redonner les clés du bon sens, de l'aération, de l'occultation le matin quand on sait qu'il va faire chaud toute la journée, de fermer les fenêtres, etc., etc. C'est juste réapprendre des gestes qu'on a oubliés. Pour vos auditeurs qui ne connaîtraient pas la convivialité d'Ivan Illich, je les conseille vraiment en lecture. Ça dézoome un peu des acteurs de la construction, mais on y est quand même sur ce que la machine nous a finalement, et le XXe siècle nous ont fait oublier, et sur ce quoi il faut qu'on retourne. Donc quand on communique, finalement, on communique aussi sur du bon sens, sur ce type d'informations-là. Typiquement, oui. Un appartement où vous ne pouvez pas faire de ventilation naturelle parce qu'il n'y a pas de double orientation, jamais vous ferez un courant d'air. Et je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir fait Sciences Po ou Polytechnique pour le savoir. On a juste besoin d'être un être humain et d'avoir vu sa maman ouvrir une fenêtre dans un appartement de qualité où elle pouvait faire son courant d'air. Et cette sensation, on s'en rappellera et donc on le fera nous-mêmes pour nos enfants. Du coup, aujourd'hui, Christine Lecomte, comment les architectes s'informent, s'inspirent? Ça se passe comment? Vous lisez beaucoup? On est sur des magazines, on est sur Internet, on est sur les réseaux sociaux. Comment vous inspirez pour être justement en contact de tous ces besoins qui traversent la société française? Déjà, on est des habitants comme les autres, donc on vit dans un quartier, on vit dans un territoire. On a beaucoup d'architectes qui s'imprègnent de leur propre territoire et qui finalement sont presque des régionalistes en fait, et qui, quand ils arrivent quelque part, ont l'humilité d'aller pratiquement en résidence, c'est-à-dire qu'ils s'installent. On a aujourd'hui des architectes qui partent en résidence 3 semaines, voilà, qui s'installent dans le lieu, dans le site. Après, comme tout le monde, voilà, on lit, on a des enfants, on vit. On a fait de la sociologie aussi, mais l'intérêt aussi de notre métier en tant que professionnel, c'est d'avoir une vision dézoom. C'est-à-dire qu'on est à la fois pleinement des habitants, mais on est aussi à la fois pleinement des sachants. Et en tant que sachant, on a l'obligation déontologique de dézoomer et de finalement se faire croiser on va dire les défis qui s'imposent à nous, et notamment les défis environnementaux, avec les aspirations de nos clients, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est comme ça que on a l'humilité de dire oui, il faudra trouver des formes urbaines qui limitent l'étalement urbain. Maintenant, on a aussi une culture française de la propriété, une culture française qui sera difficile à faire bouger, mais pour laquelle on a des possibilités d'apporter d'autres solutions que d'un côté la maison individuelle et de l'autre côté le logement collectif pas très beau et pas très agréable. Entre les deux, il y a plein de formes architecturales qu'on a oubliées et qui sont magnifiques et extrêmement vivables. Et le monde virtuel, ancré souvent dans la réalité quand même, mais qui est celui des réseaux sociaux, voilà, quelle place occupent ces réseaux sociaux aujourd'hui dans ce que vous regardez, dans votre influence ou en tout cas votre inspiration? Bizarrement, je vais prendre l'inverse. Moi, je communique pas trop mal sur les réseaux sociaux entre Twitter et LinkedIn. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que j'ai des retours d'habitants sur les prises de position que j'ai. C'est celles qui sont les plus importantes pour moi. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai même un groupe d'habitants qui, à la suite d'un échange qu'ils avaient entendu et vu sur les réseaux sociaux, ont créé une association pour sauvegarder l'immeuble de logement social dans lequel ils vivaient et qui allait être démoli par l'ANRU, et ils ont aidé à la mise en place de la réhabilitation. Et là, on peut se dire que c'est une petite victoire
quand on a fait prendre conscience à des habitants de l'impact d'une politique dont ils n'avaient même pas été informés sur leur vie de tous les jours, et finalement que conserver ce qui est leur histoire, le bâtiment dans lequel ils ont vécu, c'est possible, alors qu'on leur avait dit que c'était pas possible. Donc c'est aussi ça, moi je pense qu'on est finalement très proche de ce que des préoccupations des Français, et c'est vrai que aujourd'hui les différentes crises nous le montrent, on a tous envie d'être bien dans notre chez nous quand il y a 40 degrés dehors, donc on en revient aux fondamentaux de l'architecture, se protéger. Du coup, les réseaux sociaux aujourd'hui, pour vous, sont plutôt le miroir des mobilisations ou de la prise de conscience, parfois aussi des habitants de quartier. Mais est-ce que vous, ces réseaux sociaux vous inspirent aussi? Je pense à tout ce qui est Instagram, Pinterest, tout ce qui peut être aussi peut-être source d'inspiration pour les architectes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez spontanément, ou finalement pas tant que ça, on est plutôt sur des magazines presque classiques? Non, on regarde ce qui se fait partout. Après, le partage se fait aussi dans le faire, et donc on a de plus en plus d'architectes qui se retrouvent pour faire ensemble, fabriquer ensemble, échanger ensemble, et notamment autour aussi de chantiers écoles pour réapprendre des pratiques qu'on avait oubliées. Donc oui, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Il y a aussi des livres. Il y a dernièrement, il y a quelques années, il y a un livre d'un architecte qui s'appelle Bernard Quirault, qui a écrit un livre qui s'appelle Simplifions, qui est de la théorie architecturale, pas accessible à tout le monde, mais qui nous donne aussi à voir comment chacun de nos confrères se positionne. Et moi, j'avais apprécié particulièrement ce livre, comme d'autres. Et donc, voilà, les expositions aussi, et notamment celles qui tournent du pavillon de l'Arsenal, de la Cité de l'Architecture, peuvent être très inspirantes. Par exemple, tous les lauréats des Fibra Awards, les architectures en fibre, qui après tournent dans toute la France et dans le monde entier, sont des sources d'inspiration. Et puis en tant qu'architecte, la source d'inspiration principale, c'est la visite. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de visiter et d'aller dans l'espace, se rendre compte, et ensuite d'échanger avec ceux qui ont fait pour connaître les process et pouvoir tenter d'appliquer des choses pas similaires, mais voisines dans son propre territoire. Et c'est ça qui a pour vous un vrai impact de communication, oui. c'est de se rendre compte directement sur le terrain. Si vous voulez qu'un élu, par exemple, s'empare d'un sujet et comprenne bien, il n'y a rien de mieux que la visite d'un bâtiment avec un autre élu qui lui explique comment lui, il a fait, pour que ça donne envie de faire. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais réussir à faire que les élus passent d'un urbanisme d'opportunité qu'on leur apporte sur un plateau, souvent, et qui n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, à un urbanisme de projet, dans lequel ils se sentent investis et qu'ils soient contents et audacieux d'être à la fois bons pour leur planète et en adéquation avec les aspirations habitantes. Merci beaucoup Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je vous en prie. Merci pour votre regard d'experte et puis cette vision que vous nous avez partagée. Merci infiniment. C'était donc Le Crieur invite son public, 3e épisode consacré, vous l'avez compris, à l'architecture et la ville de demain. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager. À très vite. Vous venez d'écouter le 3e épisode du Crieur invite son public, un podcast original de l'agence Crieur Public.